dans un manoir enveloppé de brume, où le silence était plus éloquent que la vérité, une domestique a passé des années invisibles aux yeux du monde. Mais en une seule nuit, devant une élite qui ne l'avait jamais remarquée, elle a descendu un escalier, et tout a changé. Pas de titre, pas de fortune, seulement le courage de quelqu'un qu'on avait réduit au silence depuis bien trop longtemps. Ce qu'elle a dit ce soir-là a figé la salle de bal. Mais ce qu'elle a fait ensuite, personne ne l'oubliera jamais. Si cette histoire vous touche, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-le nous dans les commentaires. D'où nous écoutez-vous? Votre soutien est ce qui maintient cette chaîne en vie. Le domaine Whitmore se dressait sur les falaises de Montray, un palais oublié caché sous des couches de brouillard et de secrets. De loin, il ressemblait à un château tout droit sorti d'un rêve, ou peut-être d'un souvenir trop fier pour s'effacer. Les lourdes grilles en fer forgé ne gémissaient en s'ouvrant que pour quelques élus, et le lierre grimpait le long des colonnes de pierre. Le silence régnait sur les chemins sinueux, brisés seulement par le vent portant l'odeur de l'océan à travers les corridors de marbre. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Chaque couloir, chaque horloge ancienne et chaque peinture à l'huile sur les murs semblait murmurer une grandeur passée. Au cœur de ce vaste manoir vivait Richard Whitmore, un homme aussi insaisissable que le brouillard entourant sa demeure. Milliardaire, magnate, énigme. Il avait bâti des empires hôteliers s'étendant sur plusieurs continents, amassé des chefs-d'œuvre rares gardés sous clé, et pouvait faire bouger les marchés financiers d'un simple appel. Pourtant, il dînait seul, dormait seul et souriait rarement, sauf pour la presse. Son personnel avait appris à se déplacer comme des ombres, efficaces, invisibles et silencieux. C'est ainsi que Richard préférait les choses. Un homme d'habitude, froid, précis et inébranlable. Ses matinées commençaient à 6 heures avec un café colombien fraîchement moulu, et son emploi du temps était réglé à la seconde près. Les émotions, croyait-il, étaient des distractions, et les distractions étaient dangereuses. Mais dans une maison conçue pour étouffer toute émotion, une présence perturbait subtilement son ordre. Emily Thompson, juste une femme de chambre, du moins en apparence. Elle arrivait au chaque jour, portant les mêmes baskets usées, et attachant ses cheveux en un chignon lâche qui se défaisait toujours avant midi. Elle portait son matériel de nettoyage comme un soldat porte une armure, calmement, consciencieusement. Son uniforme était toujours impeccable, même quand le monde autour d'elle ne l'était pas. Elle ne parlait que si on le lui demandait, ne s'arrêtait que si on le lui ordonnait, et ne se plaignait jamais, même lorsque ses mains rougissaient à force de frotter les cuivres en hiver. Pourtant, il y avait autre chose chez elle, quelque chose qui ne pouvait être défini par son travail ou son silence. C'était dans la façon dont ses doigts s'attardaient un instant de plus sur le bord des objets, la façon dont elle redressait un tableau de travers, non pas parce que c'était requis, mais parce que cela la dérangeait, la façon dont elle s'arrêtait devant le grand piano du salon, le regard s'adoucissant, comme si elle pouvait entendre une musique que personne d'autre ne se rappelait. Richard l'avait remarqué. Il ne l'admettrait jamais, pas même à lui-même, mais il remarquait la lueur dans ses yeux quand elle pensait que personne ne regardait. Il remarquait sa façon de bouger, non pas comme une servante, mais comme quelqu'un élevé dans l'ombre qui avait appris à porter sa dignité sans permission. Un soir, après un dîner qu'il avait à peine touché, Richard erra dans la bibliothèque faiblement éclairée. Le feu se mourait et l'odeur des vieux livres emplissait l'air. Elle était là, à genoux, frottant la cheminée en marbre, les manches retroussées, des mèches de cheveux collées à ses joues. Elle fredonnait quelque chose de faible et mélodieux, une berceuse peut-être, ou une chanson d'un temps avant le silence. Il ne s'annonça pas, il se contenta d'observer, caché derrière les étagères, et à ce moment-là, quelque chose changea, non pas en elle, mais en lui. Pour la première fois depuis des années, Richard Whitmore voyait quelqu'un qui n'essayait pas de l'impressionner, de le manipuler ou de lui prendre quelque chose. Elle était juste là, présente, réelle, et sans peur d'être invisible. Le lendemain matin, Richard demanda à son majordome au petit déjeuner, quel est le nom de la jeune fille qui nettoie les laits. La question, bien que simple, fit cligner des yeux le majordome. Emily Thompson, monsieur, acquiesça-t-il d'un signe de tête. Un nom. Il resta sur ses lèvres plus longtemps qu'il n'aurait dû. Emily. Les jours passèrent, puis les semaines, et il commença à remarquer davantage de choses. L'odeur de cire au citron après son passage, le faible fredonnement qu'elle laissait derrière elle comme une trace de son âme, la façon dont elle manipulait les vieux cristaux du lustre comme si chacun était sacré. Son silence n'était pas un vide, c'était de la résilience, sa présence n'était pas de l'invisibilité, c'était une grâce contenue, et soudain,
Richard ne pouvait plus ignorer ce qui n'avait été qu'un bruit de fond. Il se surprit à guetter le bruit de ses pas, à remarquer l'absence de sa présence lorsqu'elle n'était pas de service, se demandant si elle regardait jamais par les hautes fenêtres pour rêver au-delà de ses murs. Il se dit que c'était de la curiosité, mais à l'approche du bal de charité du Phénix d'Or, une nuit de robes scintillantes, de poignées de mains politiques et d'objectifs médiatiques, il se trouva désintéressé par toutes les mondaines, héritières et mannequins dont les noms remplissaient la liste des invités. Une pensée s'insinua comme un murmure. Et si? C'était imprudent, peu orthodoxe, inacceptable selon tous les standards de l'élite, mais Richard Whitmore n'avait jamais été homme à suivre des règles auxquelles il ne croyait pas. Cet après-midi-là, alors que la pluie tapait doucement contre les vitraux, il se tenait dans son bureau, observant le couloir et à travers un lourd rideau de velours. Émilie venait de finir de disposer des fleurs fraîches dans le hall. Ses doigts effleurèrent un pétale tombé. Elle ne savait pas qui le regardait, mais pour la première fois, il ne détourna pas les yeux, et puis, calme, froid, certain, il fit appeler son tailleur personnel. Le soleil matinal filtrait à travers les vitraux du domaine Whitmore, projetant de doux arcs-en-ciel sur les sols en marbre. Émilie se tenait au pied du grand escalier, essorant une serpillière, l'odeur du nettoyant à la lavande s'élevant dans l'air immobile. Ses mains bougeaient machinalement, suivant le même rythme, les mêmes étapes, jour après jour. Elle aimait le silence. C'était plus sûr que les mots. Les mots attiraient l'attention, et l'attention. L'attention était dangereuse. Elle avait appris il y a longtemps que l'invisibilité était une sorte de bouclier. À l'orphelinat de la 5e avenue, les filles les plus bruyantes s'attiraient des ennuis. Les silencieuses survivaient. Émilie était passée maître dans l'art de se faire toute petite jusqu'à devenir une partie du mobilier utile, silencieuse, oubliée. Mais ce matin-là, quelque chose semblait différent. Le majordome, toujours composé, toujours illisible, s'approcha d'elle juste au moment où elle pliait le chiffon de nettoyage dans le chariot à linge. Il s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Thompson, dit-il avec raideur, Monsieur Whitmore souhaite vous voir dans le salon immédiatement. » Émilie cligna des yeux. Elle avait du mal à entendre. « Le salon ?» Elle hésita, baissant les yeux sur son uniforme, simple, fonctionnel, avec une légère tache d'eau de javel sur l'ourlet. Ses paumes étaient encore humides. Elle sentait la cire au citron et le savon pour le sol. « Maintenant, demanda-t-elle, d'une voix fluette. « Maintenant, répéta le majordome, son regard ne laissant aucune place aux questions. Son cœur battait la chamade alors qu'elle marchait dans le couloir. Chaque pas résonnait plus fort qu'il n'aurait dû. Elle passa devant les portraits des ancêtres Whitmore, au visage sévère la fixant comme si elle n'était pas à sa place. Lorsqu'elle atteignit le salon, la porte était déjà ouverte. Richard Whitmore se tenait près de la cheminée, une main dans la poche, l'autre tenant un verre d'eau en cristal. Il ne leva pas les yeux au début. Le feu projetait une teinte dorée sur son profil net et illisible. Elle s'arrêta juste à l'entrée. « Monsieur ?» Il se tourna lentement, son regard se posant sur elle comme un poids. Il y eut une pause, un silence gênant chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Puis il parla. « J'ai besoin que vous veniez avec moi demain soir. » Émilie cligna des yeux. « Venir avec vous, monsieur ?» Au bal de charité du Phénix d'Or. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et inattendus. Elle faillit rire, pensant que c'était une erreur, un test, mais l'expression de Richard restait calme, ni amusée, ni cruelle, juste absolue. « Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Vous n'avez pas besoin de comprendre, soyez juste prête pour 19 heures. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais rien ne sortit. Que pouvait-elle dire? Qu'elle n'avait rien à se mettre? Qu'elle n'avait pas sa place dans une salle de bal? Que les gens comme elle n'étaient pas faits pour être vus, seulement utilisés? Au lieu de cela, elle hocha faiblement la tête. « Oui, monsieur », et se tourna pour partir. Ses jambes tremblaient alors qu'elle reprenait le couloir, descendait les escaliers, vers l'aile de service. Ce n'est que lorsque la lourde porte de la cuisine se referma derrière elle qu'elle lâcha le manche du balai et pressa ses deux paumes contre le métal froid. Il ne pouvait pas être sérieux. Mais quand elle retourna dans ses quartiers ce soir-là, une longue boîte reposait sur son lit. À l'intérieur se trouvait une robe, couleur de minuit, scintillant de minuscules perles de cristal comme des étoiles dans un ciel infini. À côté, une note manuscrite en cursive soignée. Portez ceci. Personne ne peut détourner le regard de ceux qui osent être vus.
RW et Émilie la fixa longuement. Elle n'avait jamais rien porté de tel. Elle n'avait jamais rien possédé de tel. Le tissu était incroyablement doux, la coupe précise. Cela ne ressemblait pas à une robe. Cela ressemblait à une déclaration, une rébellion contre chaque voix qui lui avait dit qu'elle n'était pas assez bien. Pourtant, la peur la saisit. Et si c'était un piège? Et s'il voulait juste l'humilier? Et si, au moment où elle entrerait dans cette salle de bal, tout le monde voyait ce qu'elle était vraiment, une femme de chambre dans une beauté d'emprunt? Elle s'assit au bord du lit, les mains recroquevillées sur ses genoux, le regard vague. Son esprit s'emballait. Elle se souvenait des douches froides de l'orphelinat, de la façon dont elle serrait son livre, Le Petit Prince, comme une bouée de sauvetage, des nuits où elle restait éveillée à se murmurer qu'un jour quelqu'un la verrait. Était-ce ce jour-là, ou juste une autre illusion? Tard cette nuit-là, incapable de dormir, elle se tint pieds nus devant le miroir. La robe scintillait au clair de lune. Elle ne l'avait pas encore mise. Elle la fixait simplement, comme si elle avait peur qu'elle disparaisse si elle clignait des yeux. Elle ne reconnaissait pas la fille reflétée dans la vitre. Pas tout à fait, mais elle ne détourna pas le regard. Pendant ce temps, dans une autre aile de la maison, Richard était assis dans son bureau, les doigts joints sous son menton. Il n'avait dit à personne pourquoi il l'avait invité. Pas à son assistant, pas à ses conseillers. Ils auraient essayé de l'en dissuader. Il lui aurait rappelé les apparences, le scandale, l'image. Mais Richard ne se souciait plus des apparences. Il avait observé assez de masques pour savoir que ceux qui portaient les plus beaux étaient souvent ceux qui cachaient les plus sombres secrets. Émilie n'avait pas de masque, et cela la rendait dangereuse pour un monde bâti sur l'illusion. Alors que le feu crépitait à côté de lui, Richard s'autorisa un petit sourire rare. Il n'avait aucune idée de ce que la nuit apporterait, mais quelque chose en lui murmurait. Ce ne serait pas ordinaire. Et au loin, Émilie glissa enfin la robe sur sa silhouette, le tissu frais contre sa peau. Elle se tint plus droite, prit une inspiration calme, et tout dans sa vie commença à basculer. La nuit du bal du Phénix d'Or arriva, comme le déroulement d'une prophétie que personne n'avait vu venir. Le domaine était inhabituellement calme, le personnel ayant reçu l'ordre de rester discret. Dehors, des voitures noires glissaient le long de la longue allée de pierre, leurs phares tranchant la brume comme des projecteurs. Le monde au-delà du portail appartenait aux riches, aux puissants, aux intouchables, et pour la première fois, Emily Thompson y était attirée, non pas comme servante, mais comme quelque chose d'entièrement différent. Elle se tenait dans sa chambre, fixant son reflet. La robe lui allait parfaitement, bleu nuit, sans manches, avec un décolleté délicat qui en révélait juste assez sans compromettre sa dignité. De minuscules cristaux étaient cousus le long du tissu, comme des étoiles éparpillées dans un ciel privé. Ses cheveux avaient été coiffés souplement, des ondulations lâches ramenées derrière une oreille, exposant la ligne de son cou. Elle ne portait aucun bijou à l'exception d'un simple bracelet en argent, qu'elle avait trouvé dans un tiroir oublié de la buanderie des années auparavant. Elle ne savait pas à qui il avait appartenu, mais ce soir, il lui appartenait. Pendant un long moment, elle ne bougea pas. La fille dans le miroir était à la fois familière et étrangère, ses yeux étaient les mêmes, vifs, prudents, profondément gardés, mais tout le reste semblait renaître. Elle ne ressemblait plus à quelqu'un essayant d'être invisible. Elle ressemblait à quelqu'un que le monde ne pouvait se permettre d'ignorer. On frappa. Le majordome apparut, les yeux baissés. « Monsieur Whitmore vous attend. » Le cœur d'Émilie battait la chamade alors qu'elle le suivait dans le long corridor. Chaque pas sur le sol en marbre semblait amplifié, chaque respiration trop superficielle. Lorsqu'ils atteignirent le hall, elle le vit, Richard Whitmore, debout près de l'escalier dans un smoking noir sur mesure, la posture droite, l'expression illisible. Il se retourna. Pendant une seconde fugace, il ne parla pas. Il la fixa simplement. Le même homme qui négociait des contrats de plusieurs milliards sans sourciller luttait maintenant pour trouver ses mots. Ses yeux parcoururent sa silhouette, non pas avec faim, ni possessivité, mais avec quelque chose de bien plus dangereux. La reconnaissance. « Vous avez l'air » commença-t-il, mais il s'arrêta. Elle inclina légèrement la tête. « De quelqu'un d'autre » Il secoua la tête. « Non. De vous-même. » Enfin. Et puis, lui offrant son bras, il dit doucement « On y va ». Ils montèrent dans la voiture noire qui attendait dehors, aux vitres teintées pour bloquer les regards du monde. Le trajet jusqu'à l'hôtel Golden Phoenix fut silencieux, mais vibrant d'énergie.
Aucun des deux ne parlait beaucoup, mais il y avait une conscience entre eux, un courant de quelque chose de non-dit, qui tirait, se formait, osait exister. L'hôtel scintillait comme un palais. Des lustres dorés déversaient leur lumière sur le grand escalier, et des violons jouaient depuis un quatuor en direct près de l'entrée de la salle de bal. La haute société se déplaçait dans les halls avec une grâce sans effort, leur conversation cousue de noms, d'affaires et de ragots. Et puis elle sortit de la voiture. Des halètements parcoururent la foule. Une fille que personne ne reconnaissait, portant une robe plus exquise que la plupart des héritières présentes. Sa main glissait doucement sous le bras de Richard Whitmore, le menton haut, non pas avec arrogance, mais avec une force tranquille. Les photographes mitraillaient, des regards s'échangeaient. Les chuchotements commencèrent. Qui était-elle? D'où venait-elle? Quelle était son histoire? Mais Émilie ne tressaillit pas. Elle entra avec lui dans la salle de bal, passant devant des rangées de gens dont les noms étaient imprimés sur des magazines et brodés sur des sacs à main. Elle ne sourit pas. Elle ne se fit pas petite. Elle exista simplement, pleinement, vulnérablement, magnifiquement, et cela seul la rendait inarrêtable. En haut de l'escalier menant à la grande salle de bal, l'annonceur s'éclaircit la gorge. Mesdames et messieurs, Monsieur Richard Whitmore et son invité, Mademoiselle Emily Thompson. C'était la première fois que son nom résonnait contre des murs de marbre et des lustres. Un millier d'yeux se tournèrent. Richard se pencha plus près. Prête? Sa gorge se serra. Non. Il sourit. Bien. Alors descendons. La salle de bal se tut. Même la musique s'estompa en arrière-plan. Chaque marche descendue ressemblait à un choix, une rébellion, une déclaration qu'elle ne se cacherait plus. Et alors qu'ils atteignaient la dernière marche, Richard posa doucement sa main dans son dos, la guidant vers le centre de la pièce. Les violons reprirent, jouant une valse lente. Sans demander, il tendit la main. Émilie hésita, puis plaça la sienne dans la sienne. Ils dansèrent. Ses pas étaient prudents au début, mais les mouvements de Richard étaient stables, confiants, rassurants. Autour d'eux, l'élite regardait, leur champagne intact, leurs conversations oubliées. C'était comme regarder une histoire se dérouler qu'aucun d'eux n'avait été invité à écrire. Et pourtant, elle dansait. Elle n'était pas parfaite. Son rythme faiblit une fois. Son talon accrocha l'ourlet de sa robe. Mais elle ne s'enfuit pas, ne s'excusa pas. Et Richard? Il ne rit pas. Il ne la corrigea pas. Il la regarda simplement comme si le monde lui montrait enfin quelque chose de nouveau. Quand la musique s'arrêta, il n'y eut pas d'applaudissements, juste un silence stupéfait. Et puis, qui est-elle? Chuchota quelqu'un. Elle doit être européenne, dit un autre. Aucune américaine ne marche comme ça à moins d'être de la royauté. Non, fit une troisième voix, plus froide, plus tranchante. C'est une actrice, ou pire, sa nouvelle distraction. Émilie entendit tout. Mais elle ne réagit pas. Parce que pour la première fois de sa vie, elle ne survivait pas. Elle devenait. Mais tout le monde dans cette salle de bal ne célébrerait pas sa transformation. Dans un coin reculé de la pièce, sous un lustre doré, se tenait une femme en robe cramoisie, tenant une coupe de champagne avec des ongles peints comme du sang. Madison Holloway, héritière des produits pharmaceutiques Holloway, l'ancienne flamme de Richard, et elle marchait déjà vers eux. Cela ne prit pas longtemps. Dès qu'Emily et Richard s'éloignèrent de la piste de danse, les chuchotements s'enflammèrent comme une traînée de poudre à travers la salle de bal, assez doux pour être discret, assez pointu pour faire saigner. Elle n'était pas à sa place. Sur ce point, tout le monde était d'accord. Mais qui était-elle? Une héritière montante du sud de la France? Une actrice engagée pour le style? Un scandale enveloppé de satin? Le temps qu'Émilie atteigne la table des rafraîchissements, une douzaine de récits avaient déjà été inventés pour elle, chacun plus scandaleux que le précédent. Ce doit être une comtesse, dit quelqu'un près du bar, sirotant du gin avec une pointe de venin. Seule la noblesse étrangère marche avec ce genre d'assurance. Non, c'est un pion politique, chuchota une femme en robe argentée. Richard joue sur le long terme. C'est à propos de l'affaire Monroe. J'ai entendu dire qu'elle lui avait sauvé la vie une fois, peut-être dans un accident de voiture ou à l'hôpital. Quelque chose de dramatique. Tu connais Richard. Il a toujours eu un faible pour la culpabilité. Ce n'est pas juste un rendez-vous. Il va l'épouser.
S'il te plaît. Cette fille est une phase. On peut sentir la nouveauté. Chaque femme dans la pièce se sentait soudainement déstabilisée, comme si Émilie avait enfreint une loi tacite, et chaque homme, surtout les mariés, la regardait trop longtemps, trop ouvertement. Mais tandis que l'élite spéculait, Émilie traversait la salle de bal comme si rien de tout cela ne la touchait. Non pas parce qu'elle n'entendait pas, c'était impossible de ne pas entendre, mais parce qu'elle s'était entraînée toute sa vie à survivre au fait d'être sous-estimée. La cruauté de la bonne société n'était rien comparée aux humiliations silencieuses qu'elle avait endurées, en tant que fille frottant les carreaux de la cuisine à genoux. Pourtant, il y avait un poids, un millier d'yeux s'enfonçant dans sa peau comme des épingles. Chaque pas dans ses talons semblait plus lourd maintenant, chaque sourire plus difficile à tenir. Elle prit un verre d'eau pétillante et le sirota à peine, de peur que sa main ne tremble. À travers la pièce, elle vit Richard parler à un groupe de diplomates, calme, posé, puissant, comme si la femme qui l'avait amené ce soir ne provoquait pas un tremblement de terre sociale sous leurs pieds. Et puis quelqu'un se mit en travers de son chemin. Un homme, la quarantaine, costume sombre, sourire parfait sans aucune chaleur derrière. Mademoiselle Thompson, c'est ça? Elle se raidit. Oui. Je suis Gregory Haynes. Je gère les relations publiques pour l'une des filiales Whitmore. Nous ne nous sommes pas rencontrés. Enchantée, dit-elle en tendant la main. Il ne la prit pas. Au lieu de cela, il inclina la tête. Puis-je demander ce que vous faites exactement? Elle hésita. Je travaille au domaine Whitmore. En tant que personnel. Ça y était. Elle soutint son regard. Oui. Une lueur de surprise traversa son visage, puis de l'amusement, puis quelque chose de plus méchant. Eh bien, dit-il doucement, je suppose que nous commençons tous quelque part. Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, se tournant déjà pour charmer quelqu'un d'autre. Émilie expira lentement, puis se détourna de la foule, se dirigeant vers le balcon éloigné. Elle avait besoin d'air. De silence. De distance. Dehors, la nuit était plus fraîche. Les lumières de la ville scintillaient sous l'horizon comme de l'or renversé. Elle agrippa la rambarde, laissant le métal froid l'ancrer. Elle avait su que ce serait dur, mais elle ne s'était pas attendue à ce que la salle ressemble à un tribunal. De l'intérieur, étouffée par la vitre, elle entendait des rires qui n'en étaient pas. Des verres de champagne s'entrechoquant comme des armes, et une voix de femme s'élevant un peu plus fort qu'elle n'aurait dû. Oh, allez. Richard Whitmore ne tombe pas amoureux. Il investit. Émilie tressaillit. Ensuite, j'ai entendu dire qu'elle était une fille des rues. Il l'a probablement ramassée en venant ici. Les mots ne l'écrasèrent pas, mais ils fissurèrent quelque chose. Elle baissa les yeux sur ses mains, posées doucement sur le bord du balcon. Elle tremblait maintenant. Derrière elle, une voix parla doucement. Elle n'aurait pas dû dire ça. Émilie se retourna. C'était Elizabeth Monroe, une femme grande et frappante au début de la cinquantaine, avec une robe marine et de l'acier dans sa posture. Elle était l'une des rares personnes qu'Émilie avait réellement reconnues des médias. Philanthrope. Investisseuse. Fondatrice de l'une des fondations éducatives les plus puissantes du pays. Je suis désolée, dit Émilie automatiquement. Elizabeth haussa un sourcil. De quoi? D'exister. Émilie ouvrit la bouche, puis la referma. Vous êtes entré dans une pièce qui est terrifiée par vous, poursuivit Elizabeth, parce que vous n'êtes pas passé par la porte d'entrée comme eux, et vous les éclipsez quand même. Émilie cligna des yeux. Je ne sais pas. Je sais. C'est pour ça que ça marche. Pendant un moment, elles restèrent en silence. Puis Elizabeth ajouta doucement. Vous ne le savez pas encore, mais ce soir, vous avez déjà marqué l'histoire. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, la porte du balcon s'ouvrit à nouveau et la température de l'air changea. Madison Holloway entra dans la lumière. Sa robe cramoisie collait comme du feu. Son sourire était subtil et aiguisé comme un poignard. Elizabeth, dit-elle doucement, toujours le mentor. Elizabeth ne broncha pas, Madison. Puis Madison tourna son attention vers Émilie. Alors, dit-elle doucement, tu es le nouveau mythe. Émilie ne répondit pas. Madison s'approcha, ses talons claquants. Je connais Richard depuis longtemps, dit-elle en faisant tourner son champagne. Tu n'es pas son genre. Et pourtant, coupa calmement Elizabeth, elle est la seule qui l'a amené ce soir.
Le silence qui suivit fut épais comme du velours. La mâchoire de Madison tressauta, mais elle sourit à nouveau. « Eh bien, dit-elle en levant son verre. Voyons combien de temps dure le fantasme. » Elle se tourna et s'éloigna, laissant une odeur de rose et de venin dans l'air. Elisabeth se pencha et chuchota, « Attention avec celle-là, elle n'aime pas perdre. » Mais les yeux d'Émilie n'étaient plus sur Madison, ils étaient sur Richard. Il la regardait à travers la vitre, l'expression illisible, mais ses yeux. Ils n'étaient pas froids, ils étaient fiers. Et pourtant, il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer, quelque chose qui était sur le point de tout changer. La salle de bal brillait d'une lumière dorée, mais la peau d'Émilie semblait froide. Après la rencontre sur le balcon, son pouls ne s'était pas calmé. Les mots de Madison Holloway s'accrochaient à elle comme de la fumée, doucement empoisonnée, conçue non pas pour blesser directement, mais pour la défaire de l'intérieur. Et pourtant, quelque chose en elle ne s'était pas effondré, pas cette fois. Elle avait toujours survécu en se réfugiant dans le silence. C'était son armure, sa cape d'invisibilité. Mais ce soir, le silence semblait différent. Ce n'était pas une retraite. C'était un choix. Elle rentra dans la salle de bal le menton levé, non pas par défi, mais avec un commandement tranquille. Les yeux se tournèrent à nouveau. Sa présence n'était plus une anomalie. C'était une perturbation, un défi, le genre qui faisait bouger les mondaines sur leurs talons et chuchoter derrière des flûtes en cristal. Elle ne sourit pas, n'essaya pas d'adoucir ses contours. Elle marchait avec la grâce lente et délibérée de quelqu'un qui n'avait rien à prouver, mais tout à dire. Et c'est à ce moment précis que Madison bougea pour l'intercepter à nouveau, comme un requin encerclant des eaux libres. « Émilie, ronronna-t-elle, tenant 2 verres de champagne comme une offre de paix, je n'ai jamais eu l'occasion de vous accueillir correctement. Cette robe. C'est osé, presque. Audacieux. » Émilie s'arrêta. Les yeux de Madison brillaient d'une fausse douceur. « Richard a un tel faible pour les causes perdues, n'est-ce pas? Je suppose que cela lui donne l'impression d'être un sauveur. » Émilie ne mordit pas à l'hameçon, mais elle prit le verre. « Merci, dit-elle d'un ton égal. J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« Oh, j'en suis sûr, » répondit Madison en s'approchant. « Ce doit être écrasant, soudainement entouré de gens qui ont tout reçu sur un plateau, éducation, héritage, argent, vous savez, le patrimoine. » Le mot dégoulinait comme du miel sur une lame. Les yeux d'Émilie ne scièrent pas, « Écrasant, dit-elle, la voix basse et calme. Peut-être, mais pas inconnu. J'ai déjà vu des gens comme vous. » Madison inclina la tête. « Ah oui? » « Oui, à l'orphelinat. Nous recevions des donateurs qui visitaient 1 fois par an. Il apportait des sourires, des séances photos et des promesses dont ils ne se souvenaient jamais. Nous avions l'habitude de compter à quelle vitesse ils oubliaient nos noms. » Une lueur traversa le visage de Madison, puis disparut sous un sourire poli. « Je vois, » dit-elle doucement. « Alors c'est une vengeance? » Émilie se pencha légèrement. « Non, c'est une présence. » Les mots atterrirent comme le tonnerre dans du velours. Elisabeth Monroe, debout à proximité, laissa les coins de sa bouche remonter, juste un peu. Mais Madison ne recula pas, « Tu ne resteras pas, » dit-elle froidement. « Ceci est un moment, pas une place. » Émilie prit une lente gorgée de champagne, les yeux ne quittant jamais les siens. « Peut-être, mais ce moment est le mien, et vous vous en souviendrez. » Le silence entre elles s'étira, tendu. Puis, comme si de rien n'était, Émilie se tourna et s'éloigna. Pas de tressaillement, pas d'hésitation. Juste son dos tourné à la femme qui croyait autrefois pouvoir l'écraser. Et soudain, la salle de bal ne ressemblait plus à un territoire ennemi. Elle ressemblait à une scène. Derrière elle, les murmures changèrent, certains admiratifs, d'autres mal à l'aise. Et quelque part dans le coin le plus éloigné à droite, un journaliste bien connu griffonnait dans un carnet. Émilie trouva son chemin vers un coin plus calme près de la galerie de peinture. Ses doigts tracèrent légèrement le cadre d'une œuvre impressionniste, une scène d'océan, orageuse et sauvage. « Magnifique, » dit une voix à côté d'elle. C'était Richard. Il se tenait près d'elle mais ne la touchait pas. Sa présence, stable et chaleureuse, suffisait. « Vous l'avez géré, » dit-il, la voix basse. « Ce n'est pas le premier loup que je vois en soi. » Il sourit, sincèrement cette fois. « Je savais que vous aviez du feu en vous.
Émilie leva les yeux vers lui. Alors pourquoi m'amener ici? Pourquoi me faire subir ça? Le regard de Richard s'adoucit. Parce que j'avais besoin que la salle voie ce que je savais déjà. Que le pouvoir ne vient pas de l'héritage. Il vient de la survie, du respect de soi, du fait d'être exactement qui l'on est, même quand le monde essaie de vous faire honte pour cela. Émilie chercha dans son visage, cherchant la moquerie, le calcul. Il n'y en avait aucun. Seulement quelque chose de stable, fier, presque protecteur. « Vous servez-vous de moi » demanda-t-elle doucement. « Non, dit-il. Mais je suis peut-être en train d'apprendre de vous. » Elle ne répondit pas tout de suite. L'idée la déstabilisait, que quelqu'un comme lui, avec sa vie sur mesure et son pouvoir sculpté, puisse la voir comme plus qu'un spectacle, plus qu'un pari, plus qu'une femme de chambre. Elle se retourna vers le tableau. « Je ne suis pas une histoire, Richard. »« Je sais, dit-il, mais ils en écriront une sur vous de toute façon. » À cela, elle rit doucement, juste une fois. Puis expira. « Laissez-les faire, murmura-t-elle. » Ils restèrent là en silence. Mais sous l'immobilité, quelque chose de nouveau s'était formé entre eux. Pas juste de l'attirance, pas juste de l'intrigue. De la reconnaissance. Et pourtant, à travers la pièce, tout le monde ne célébrait pas le moment de force d'Émilie. Dans un coin où la lumière des bougies vacillait bas, un homme avec un badge de presse parlait doucement au téléphone. Oui. Elle s'appelle Emily Thompson. J'ai la confirmation d'une source. Ancienne orpheline. Actuellement dans le personnel de Whitmore. Pas d'antécédents publics. Aucune éducation connue, il fit une pause, puis eut un sourire narquois. Exactement, c'est le scandale parfait. Et j'ai la photo. Il raccrocha. Et juste comme ça, le compte à rebours commença. Le monde était sur le point de venir frapper à la porte. Le bruit de la salle de bal enflait derrière elle comme des vagues lointaines. Un courant de rire, de cliquetis de cristal et de charme synthétique. Mais Émilie avait dérivé vers les parties plus calmes de l'hôtel maintenant. Des couloirs ornés où les lustres chuchotaient au lieu de rugir, et où les peintures sur les murs semblaient regarder sans jugement. Elle avait besoin d'espace. La confrontation avec Madison avait laissé un tremblement sous ses côtes. Pas de peur, mais de quelque chose de plus profond. De vieux échos d'indignité, essayant de s'infiltrer à travers les fissures. Mais elle avait tenu bon. Et pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas seulement survécu à une confrontation, elle l'avait gagnée. Pourtant, le silence l'aidait à respirer à nouveau. Elle passa un cordon de velours qui séparait la salle de bal d'un salon privé, une chambre plus calme pour les donateurs et les dignitaires qui voulaient parler affaires au lieu de danser. Quelques hommes et femmes en costume s'attardaient près de l'entrée, sirotant du whisky vieilli, les voix basses et sérieuses. Et puis elle le vit. Un homme plus âgé avec une moustache argentée et une boiterie, vêtu d'un uniforme de serveur. Il bougeait lentement, équilibrant soigneusement un plateau de verre vide. Sa posture était fatiguée, mais précise, comme quelqu'un qui avait servi toute sa vie sans rien demander en retour. Au début, Émilie ne le reconnut pas, mais quelque chose dans la façon dont il inclinait la tête, la gentillesse dans ses yeux fatigués, la tirailla comme un souvenir pas tout à fait recouvré, et puis il se tourna complètement vers elle. Le verre sur son plateau trembla. « Émilie » dit-il doucement, presque effrayé d'y croire. Son cœur rata un battement. Elle cligna des yeux, incertaine. « Je suis désolé. Est-ce que je vous connais ?» Ses yeux s'emplirent de larmes. Il s'avança, posant soigneusement le plateau sur une table voisine. « C'est moi, dit-il. Monsieur Langlais, de l'orphelinat de la 5e avenue. » Et juste comme ça, les années s'effondrèrent. Elle revit tout d'un coup. Le couloir à la peinture écaillée, le lit de camp près du radiateur, le livre avec le renard sur la couverture, ses mains stabilisant les siennes, alors qu'elle pleurait silencieusement après qu'une autre fille eût déchiré sa seule robe. « Monsieur Langlais » souffla-t-elle. Il sourit. « Tu avais l'habitude de lire Le Petit Prince sous l'escalier. Vous me disiez que les étoiles semblaient plus proches quand il pleuvait. » Sa gorge se serra. « Je n'y avais pas pensé depuis des années. »« Je ne t'ai jamais oublié, dit-il. Tu étais toujours différente, plus calme. Regardant le monde avec des questions dans les yeux. » Émilie s'approcha. « Je pensais que vous étiez parti. »« J'ai été remercié, dit-il avec un haussement d'épaule triste.
Coupe budgétaire. Ils ont fait venir du personnel plus jeune. Ils ont dit que j'étais trop lent. Mais je savais que tu t'en sortirais un jour. Je n'avais juste jamais imaginé comme ça. Elle rit doucement, puis essuya ses yeux avant que les larmes ne puissent ruiner son maquillage. Ce n'était pas prévu, murmura-t-elle. Il hocha la tête, jetant un coup d'œil à l'opulence environnante. Ça l'est rarement. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Monsieur Langlais fouilla dans sa poche et sortit quelque chose d'usé. Bord effiloché, couverture pliée. C'était le Petit Prince. Son souffle se coupa. Vous l'avez gardé. Je l'ai trouvé dans le bac de Don après ton départ, dit-il doucement. Je pensais que tu voudrais le récupérer un jour. Émilie prit le livre avec des doigts tremblants. Son nom était encore griffonné à l'intérieur de la couverture en une écriture maladroite et enfantine. Sa voix se brisa. J'avais l'habitude de prétendre que j'étais le renard. Celui qui attendait d'être apprivoisé. Et maintenant? Elle leva les yeux, le regard brillant. Maintenant, je pense que j'étais la rose. Il sourit, fier et silencieux. Et pendant un moment, tout le bruit, toutes les rumeurs, toutes les paillettes de la salle de bal s'estompèrent. Tout ce qui restait était le souvenir d'une petite fille qui avait été invisible au monde et de l'homme qui l'avait vue même alors. Je suis content que tu aies trouvé ton chemin, dit-il. Émilie serra le livre contre sa poitrine. Je suis encore en train de le trouver. Du coin du couloir, un flash éclata. Clique un appareil photo. Émilie se tourna, surprise. Un photographe abaissa rapidement son objectif et disparut dans l'ombre avant qu'elle ne puisse voir qui c'était. Son cœur commença à s'emballer à nouveau. Monsieur Langlais le remarqua. Est-ce que ça va? Je ne sais pas, murmura-t-elle. Quelqu'un nous observe. Il posa doucement une main sur son épaule. Laisse-les faire. Tu as déjà survécu à pire. Elle hocha la tête, expirant lentement. Mais la chaleur du moment avait changé. Quelque chose avait basculé. Alors qu'elle retournait vers la salle de bal, serrant le livre, ses pas étaient plus lents. Le souvenir l'avait ancré, mais l'intrusion lui avait rappelé que même la vulnérabilité pouvait être transformée en arme dans un monde avide de scandales. Pourtant, elle ne cacha pas le livre. Elle le tint bien en vue. Et quand Richard la vit revenir avec les yeux légèrement rouges, les épaules carrées et ce livre en lambeaux à la main, il ne la questionna pas. Il s'écarta seulement pour la laisser passer devant lui dans la pièce. Comme quelqu'un qui savait que quoi qu'il se soit passé, cela l'avait rendue plus forte. La salle de bal avait retrouvé son rythme, mais quelque chose avait changé. Les murmures sur Émilie étaient toujours là, certains teintés d'envie, d'autres de curiosité. Mais maintenant, ils portaient moins de certitude. Elle n'était pas seulement restée, elle avait marché, confronté, parlé et était revenue. Elle avait survécu à leur regard. Émilie se tenait tranquillement près d'une table de rose, traçant le bord d'un vase en cristal du bout du doigt. Le livre était toujours dans ses mains. Elle ne l'avait pas lâché depuis que Monsieur Langlais l'y avait placé. Quelque chose dans son poids usé lui rappelait. Elle était réelle, peu importe ce qu'il disait. Mais c'est ce qui se passa ensuite que ni elle ni personne d'autre n'aurait pu prédire. Une grappe de photographes et de journalistes avait été laissée entrer. Ils étaient censés rester près du hall, capturant des moments polis. Un sénateur trinquant, un mannequin riant à la blague d'un PDG, la danse habituelle du statut. Mais maintenant, il rôdait juste au-delà du lustre principal, attendant comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Et puis le murmure s'arrêta. Parce que Richard Whitmore était monté sur l'estrade. Il n'y eut pas d'annonce, pas de changement de musique, juste lui, le dos droit, l'expression calme, la présence indéniable. Son smoking était net, mais pas ostentatoire. Il ne portait pas de discours, pas de papier, seulement sa voix. Il jeta un coup d'œil vers Émilie à travers la pièce, et puis il parla. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce soir, commença-t-il, qui elle est. La salle se figea. Elle, poursuivit-il, ses yeux toujours sur Émilie, est quelqu'un que ce monde n'était pas prêt à voir, alors il l'a entraînée à disparaître, à travailler en silence, à servir sans être reconnue. Émilie sentit chaque mot atterrir comme le tonnerre enveloppé de velours. Mais voici la vérité, dit Richard, la voix stable. Elle n'est pas un mystère. Elle n'est pas une rumeur. Elle n'est l'accessoire du récit de personne. Elle est quelqu'un qui,
chaque jour, a choisi la dignité quand le monde offrait l'invisibilité. Des halètements parcoururent la salle. Elle n'a pas demandé à être ici ce soir. Je le lui ai demandé, non pas comme une exposition, non pas comme une déclaration, mais parce que je voulais que le monde rencontre quelqu'un que j'admire. Il fit une pause, laissa le poids du silence retomber. Pendant des années, dit-il, nous avons pris l'héritage pour de la sagesse, la fortune pour de la valeur, les applaudissements pour du mérite, mais ce soir, j'aimerais offrir un autre genre de reconnaissance. Et puis il descendit de l'estrade, marcha lentement, délibérément à travers le sol de marbre, passant devant des sénateurs et des PDG, devant le vieil argent et la nouvelle influence, jusqu'à ce qu'il se tienne devant Émilie. La salle retint son souffle, et puis il tendit la main, non pas pour sa taille, non pas pour sa main, mais pour son livre. Il leva le petit prince dans la lumière. Ceci, dit-il en se tournant légèrement pour s'adresser à la salle, n'est pas juste un livre. C'est le symbole d'une fille qui lisait à la lumière de la cuisine, qui frottait les sols le jour et rêvait tranquillement la nuit, qui a survécu à l'oubli, et qui se tient maintenant ici, non pas grâce à moi, mais en dépit de tout ce qui m'a précédé. Il se tourna complètement vers elle. Merci, dit-il, de me permettre d'être ton témoin. Émilie ne savait pas si elle devait pleurer ou parler, alors elle hocha simplement la tête. Mais le silence qui suivit n'était plus gênant. Il était révérencieux. Et puis, un applaudissement, puis un autre. Puis une éruption d'applaudissements qui roula à travers la salle de bal comme le tonnerre, perçant enfin des ciels lourds de pluie. Tout le monde n'applaudit pas, mais assez le firent. Des femmes en robe baissèrent les yeux, humbles. Des hommes en costume se penchèrent en avant, curieux. Et une fille du personnel de restauration, pas plus âgée qu'Émilie ne l'avait été lorsqu'elle était entrée au domaine, se tenait figée près du fond, des larmes coulant doucement sur sa joue. Parce qu'à ce moment-là, quelque chose de non dit passa entre elles. Si elle peut être vue, peut-être que je le pourrai aussi. Quand les applaudissements se calmèrent, Richard rendit le livre à Émilie. Pas de grands gestes, pas d'étreinte, juste un regard, un qui disait « Tu as changé la température de cette pièce, et tu ne le sais même pas encore ». Alors que la musique revenait et que les gens commençaient à bouger à nouveau, l'onde continua. Les journalistes prirent de nouvelles notes. Certains invités la regardaient différemment maintenant, non pas avec dédain, mais avec hésitation, comme s'ils remettaient en question les murs qu'ils avaient toujours acceptés. Et puis une voix derrière elle dit doucement « Mademoiselle Thompson ?» Émilie se tourna, un journaliste, micro en main, le regard scrutateur. « Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je dois demander. » Richard recula, lui laissant de l'espace. Ce soir, était-ce à propos d'amour? Ou un message? Les battements de cœur d'Émilie ralentirent. Elle regarda la caméra, puis Richard, puis son livre, et répondit calmement, c'était à propos de redonner une voix à quelqu'un qui a été silencieux trop longtemps. Le journaliste cligna des yeux. Donc pour moi, ce n'est pas une romance? Émilie sourit, juste un peu. Je n'ai pas dit ça. Il ouvrit la bouche pour parler à nouveau, mais elle s'éloigna avant qu'il ne le puisse, laissant la salle de bal se demander, était-ce un message? Était-ce de l'amour? Ou étaient-ce les deux? Et loin de là, dans la salle de presse, un éditeur tapait déjà des titres, mais aucun d'eux ne pouvait capturer ce qui s'était réellement passé, car ce qu'Émilie avait fait n'était pas juste entrer dans une pièce. Elle avait redéfini ce que signifiait se tenir à l'intérieur. La salle de bal ne revint pas à la normale après le geste de Richard. Elle ne le pouvait pas. Il y avait quelque chose d'altéré dans l'air maintenant, comme si l'espace lui-même s'était élargi. Les rires qui suivirent étaient plus prudents, les conversations plus mesurées. Même la musique, bien qu'inchangée, semblait résonner différemment à travers les halls éclairés par les lustres. Émilie n'avait pas seulement été vue, elle avait été déclarée. Et maintenant, le monde commençait à répondre. Cela commença subtilement. Un signe de tête de la femme d'un sénateur. Un regard d'un PDG de la tech. Une offre discrète de champagne de quelqu'un qui l'avait ignoré plus tôt. Émilie remarqua le changement, non pas dans les mots, mais dans la posture. Les gens qui regardaient autrefois à travers elle se tournaient maintenant vers elle. Et puis, alors que la nuit s'avançait, la première invitation arriva. Elle se tenait près d'une arche florale à l'entrée de la salle de bal, essayant de reprendre son souffle, quand une femme l'approcha avec une confiance gracieuse et une présence qui fit taire l'espace autour d'elle. Elizabeth Monroe. Fondatrice de la Fondation Monroe.
Une femme qui avait construit des écoles sur 3 continents et traversé des zones de conflit en talons sans perdre le pas, Émilie, dit-elle doucement, comme si elles étaient de vieilles amies se retrouvant après des années. Émilie se tourna, surprise, mais pas intimidée. Madame Monroe. Appelez-moi Elisabeth, sourit-elle. Après ce soir, je soupçonne que nous allons nous voir davantage. Émilie hésita. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire. Le ton d'Elisabeth s'adoucit. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Écoutez simplement. Elle sortit une petite enveloppe de sa pochette et la lui tendit. À l'intérieur, une note manuscrite sur du papier ivoire, au bord doré. Emily Thompson. Vous avez inspiré plus que vous ne le réalisez. Parlons de la façon dont vous pouvez en inspirer des milliers d'autres. Elisabeth Monroe. Fondation Monroe. Emily l'a lu 2 fois. Ses doigts tremblaient légèrement. Je ne comprends pas, dit-elle honnêtement. Je ne suis formée pour rien de tout ça. C'est exactement pour ça que vous comptez, répondit Elisabeth. Vous n'êtes pas poli. Vous êtes réel. Vous savez ce que signifie être ignoré, rejeté, négligé. Des filles partout dans ce pays ressentent la même chose. Et ce soir, vous avez allumé quelque chose en elle. Émilie sentit sa gorge se serrer. Elisabeth se pencha. Nous n'avons pas besoin d'une autre célébrité sur nos affiches de campagne. Nous avons besoin de quelqu'un dont l'histoire fait mal. Quelqu'un qui a mérité chaque respiration qu'elle prend. Elle fit une pause. Soyez notre visage, Émilie. Soyez leur voix. Et puis elle fut partie, laissant la carte dans sa main et une tempête dans sa poitrine. Quelques minutes plus tard, une autre silhouette s'approcha. Un homme cette fois. Grand, portant des lunettes, avec l'énergie précise de quelqu'un qui savait que ses mots avaient du poids. Michael Crawford, dit-il en tendant la main. Rédacteur en chef au Legacy Magazine. Nous aimerions vous présenter dans notre prochain numéro. Émilie cligna des yeux. Moi. Il rit doucement. Vous venez de redessiner les lignes de ce à quoi ressemble le pouvoir. Nous serions négligents de ne pas raconter votre histoire. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle n'était pas prête. Crawford le remarqua. Je comprends. Prenez votre temps. Mais vous n'êtes plus invisible. Et ce out vient avec des invitations et des attentes. Lorsque Richard s'éloigna, Émilie fut prise de vertige. Les gens la voyaient désormais, non plus simplement comme l'invité inattendu de Richard Whitmore, mais comme un symbole, une possibilité, une rupture dans le récit qu'ils avaient l'habitude de se raconter. Et cela la terrifiait bien plus que d'être ignorée. Elle s'éclipsa vers la galerie, cherchant de l'air, de l'espace. Derrière la sécurité d'un lourd rideau de velours, elle trouva une petite fenêtre donnant sur la ligne d'horizon de la ville. En contrebas, les lumières scintillaient comme des promesses. Froides. Distantes. Infinies. Elle effleura la vitre du bout des doigts. Elle n'était pas prête pour tout cela. Elle n'était pas préparée à devenir une idée. Elle restait cette jeune fille qui pliait des draps en silence, qui avait appris à parler doucement pour que personne ne l'entende pleurer. Elle était encore l'enfant qui serrait le petit prince contre elle comme si les mots pouvaient la réchauffer. Elle apprenait encore à garder la tête haute sans trembler intérieurement. Et pourtant, cette même fille se tenait là, dans une robe valant plus que tous ses anniversaires réunis, invitée à se tenir aux côtés de ceux qui façonnaient des nations. Cela n'avait aucun sens. Elle n'était pas sûre que cela en aurait un jour. Elle se retourna vers la salle de bal et faillit percuter Richard. Il l'avait cherché. Mais en voyant son expression, il s'arrêta. « Vous êtes dépassé, dit-il doucement. » Elle ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête. « Ils vont tout vous demander à présent, poursuivit-il. Des histoires, des photos, des morceaux de vous-même que vous n'avez jamais partagés. Certains feront semblant de s'en soucier. D'autres voudront s'approprier votre voix. » Elle leva les yeux vers lui, le regard écarquillé. « Alors pourquoi avez-vous commencé tout ça ?» Richard garda le silence un instant. Puis il répondit. « Parce que votre voix n'appartient plus au silence. » Et d'ajouter, plus bas. « Mais c'est à vous de décider ce que vous en ferez. » Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle ne s'attendait pas à ce que les mots suivants franchissent ses lèvres, mais ils sortirent tout de même. « J'ai besoin de réfléchir.
Il acquiesça. Bien. Que le monde attende. Mais alors qu'elle retournait vers la salle de bal, la carte d'Élisabeth à la main, son nom sur les lèvres d'inconnu et un feu brûlant dans sa colonne vertébrale, elle savait une chose avec une certitude tranquille, quelque chose avait commencé ce soir, et qu'elle le veuille ou non, elle n'était plus seulement une fille dans une robe d'emprunt. La fête en contrebas continuait de scintiller. Les cordes des violons, les rires cristallins, le tintement des verres comme le métronome de la prétention. Mais rien de tout cela ne suivit Émilie lorsqu'elle sortit sur la terrasse. La porte se referma derrière elle avec un déclic discret, l'isolant de ce monde qui l'avait englouti quelques heures plus tôt. L'air était vif, de ceux qui baisent la peau et murmurent que la ville en bas est vivante, pulsant de millions de cœurs dont aucun ne connaissait son nom la semaine passée. Elle s'appuya contre la balustrade de pierre, inspirant la nuit froide. Ses doigts serraient encore la carte d'Élisabeth. Elle ne l'avait pas rangée. Une part d'elle ne le voulait pas. Le poids de ce carton semblait trop réel. Elle essayait encore de comprendre ce que signifiait être vue. Puis elle entendit la porte s'ouvrir à nouveau. Des pas feutrés, sans urgence, sans annonce. Richard. Il ne parla pas tout de suite, se contentant de la rejoindre près de la rambarde, les mains dans les poches, les yeux rivés sur l'horizon. Aucun d'eux ne regardait l'autre. Pendant un moment, ils existèrent simplement, ensemble, dans le silence. Puis, d'une voix plus grave que d'habitude, Richard demanda. « Voulez-vous savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ce soir ?» Émilie ne répondit pas immédiatement. « Je ne suis pas sûr d'être prête à l'entendre. » Il eut un faible sourire. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » La ville scintillait sous leurs yeux. Tours et rues illuminées comme des veines dans le marbre. Une longue pause s'étira avant que Richard ne rompe finalement le silence. « Je nettoyais des vitres autrefois, dit-il. » Émilie cligna des yeux, surprise. Elle se tourna lentement vers lui. Il poursuivit. « Quand j'avais 15 ans, je dormais derrière une laverie automatique pendant la semaine. Le week-end, je m'introduisais sur le campus universitaire et je frottais les vitres jusqu'à ce que mes mains saignent. Personne ne demandait d'où je venais. Tout le monde s'en fichait. » Il expira longuement. « J'ai volé du pain, une fois. Dans une station-service. J'avais faim. Le propriétaire m'a attrapé. Je pensais qu'il appellerait la police. » Il marqua une nouvelle pause. Mais il ne l'a pas fait. Émilie l'observait, le regard inquisiteur. Il m'a tendu le pain et a dit « Rembourse-moi quand tu pourras. Et rends l'appareil quand tu en seras capable. » Elle ne parla pas. Elle laissa le silence l'envelopper. « Je n'ai jamais oublié cela, » reprit Richard. « Quand la chaîne d'hôtel a commencé à décoller. Quand le premier million est arrivé sur le compte. Je me sentais toujours comme ce garçon derrière la vitre. Celui à travers qui les gens regardaient sans le voir. » Sa voix s'adoucit. « Puis, un matin, je vous ai vu. » Émilie sia. « Moi ? Vous polissiez l'argenterie dans le couloiret. Tout le monde passait devant vous sans s'arrêter. Mais vous fredonniez. Vos mains bougeaient comme si le travail avait de l'importance. Vous n'essayez pas d'être vu. Et c'est exactement pour cela que vous l'étiez. » Elle baissa les yeux, la gorge serrée. « Je ne vous ai pas emmené ce soir pour prouver quoi que ce soit, dit-il avec douceur. Je vous ai emmené parce que vous me rappeliez qui j'étais autrefois. Et parce que, peut-être égoïstement, je voulais voir comment le monde réagirait face à quelqu'un de réel. » La voix d'Émilie sortit à peine, un murmure. « Ils ont essayé de me mettre en pièces. » Il hocha la tête. « Je savais qu'ils le feraient. » Alors pourquoi ? Richard se tourna pour lui faire face. « Parce que quelqu'un m'a un jour donné une chance quand je n'avais ni nom, ni costume, ni voix. Et j'attendais depuis des années de rendre ce moment à quelqu'un qui le méritait. » Émilie cessa de respirer une seconde. Il s'approcha. Lentement. Sans intrusion. « Vous ne devez d'explication à personne sur qui vous êtes, dit-il. Pas ce soir. Jamais. Vous n'appartenez pas à leurs histoires, Émilie. » Elle croisa son regard. « Alors à qui j'appartiens ?» Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une vérité fragile. Il ne se précipita pas pour répondre. Au lieu de cela, il dit « C'est à vous d'en décider. » Un long silence suivit. Et pour une fois, il n'était pas pesant.
Il était chaleureux. Ils s'appuyèrent de nouveau contre la balustrade, leurs épaules se touchant presque. La ville s'étendait devant eux comme un miroir de ce qu'ils avaient été. Et de ce qu'ils pourraient devenir. Elle finit par parler. J'ai peur de la suite. Bien, répondit Richard. Si ce n'était pas le cas, cela ne signifierait rien. Elle sourit faiblement, puis demanda. Avez-vous déjà pensé que quelqu'un comme vous et quelqu'un comme moi finiraient dans la même pièce? Il eut un petit rire. Tous les jours. Et tous les jours, je l'ignorais. Jusqu'à maintenant. Un vent balaya alors la terrasse, soulevant une mèche rebelle de ses cheveux. Il leva la main lentement, avec précaution, et la replaça derrière son oreille. Sans possessivité. Sans effet dramatique. Juste avec douceur. Émilie ferma les yeux une seconde. Cela faisait des années que personne ne l'avait touchée comme si elle n'allait pas se briser. Elle le regarda à nouveau. Non pas avec suspicion. Non pas avec peur. Mais avec quelque chose de dangereux, l'espoir. Mais avant qu'il ne puisse ajouter un mot, un carillon lointain retentit derrière les portes de la terrasse. Un membre du personnel apparut, hésitant. Monsieur Whitmore? Le directeur de l'association caritative demande votre présence. Richard ne détourna pas le regard, mais Émilie acquiesça. Vous devriez y aller. Il l'étudia une seconde de plus. Je reviendrai. Et tandis qu'il s'éloignait, la laissant une fois de plus seule avec le vent et les étoiles, elle chuchota à la nuit. Je ne suis plus la même fille que celle qui est entrée ici. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que lui non plus. La salle de bal s'était calmée. Pas par dessein, mais par instinct. La soirée atteignait son crescendo final. Les donateurs avaient dansé, des accords avaient été chuchotés et les verres remplis comme une horloge. Le quatuor à cordes avait adouci le tempo. Près de l'entrée, les murmures de départ commençaient à se faire entendre. Mais juste avant que l'événement ne se dissolve en manteau, valet et photographie à la sortie, le maître de cérémonie monta sur la scène centrale, micro en main. Mesdames et messieurs, dit-il en ajustant sa cravate, avant de clore le gala du Phénix d'or de cette année, nous avons une dernière voix à entendre, une voix qui nous a rappelé ce soir ce que cet événement est véritablement censé honorer. Quelques personnes haussèrent les sourcils. D'autres se penchèrent, curieuses. Dans un monde qui parle trop et écoute trop peu, poursuivit l'hôte, quelqu'un a choisi de se tenir dans le silence et nous a tout de même émus. Il marqua une pause, souriant vers le bord de la salle. Mademoiselle Emily Thompson, voulez-vous nous rejoindre? Des halètements. La moitié des invités tourna la tête. L'autre moitié se figea simplement. Emily était assise près du mur latéral, à demi dans l'ombre d'une applique en cristal, le souffle coupé alors que le projecteur glissait doucement vers elle. Il y eut une longue pause, un battement de cœur incertain. Mais elle se leva, pas rapidement, pas théâtralement, mais avec calme, avec résolution. Elle s'avança, passant devant les diamants et les smokings, devant ceux qui avaient chuchoté à son sujet, l'avaient rejeté, l'avaient crainte. Et lorsqu'elle monta sur la petite scène, il n'y avait pas de pupitre, pas de notes, juste elle, nue, élégante, vue. Elle prit le micro et les regarda. Je n'ai pas de discours préparé, commença-t-elle, la voix douce mais inébranlable. Je ne savais pas que je me tiendrais ici. Honnêtement, je n'étais pas censé être à cet événement du tout. Quelques rires polis. Elle sourit faiblement. Je suis venu ce soir parce que quelqu'un m'a demandé d'arrêter de me cacher, parce que quelqu'un croyait que le monde avait besoin d'entendre quelqu'un comme moi, et je pense que peut-être, il avait raison. La salle écoutait, immobile, sans cligner des yeux. J'ai grandi dans un endroit où le silence était une question de survie, dit-elle, où l'enfant le plus bruyant était souvent le premier blessé, où rêver était quelque chose que l'on faisait avec des livres, parce que la réalité ne laissait pas de place pour grand-chose d'autre. Elle leva l'exemplaire écorné du Petit Prince. Ceci fut mon premier cadeau. Je l'ai trouvé dans un carton quand j'avais 7 ans. Il m'a appris que parfois, les choses les plus importantes sont invisibles pour les yeux, comme la gentillesse, comme la dignité, comme l'estime de soi. Le silence s'approfondit. On m'a appris à être petite, à être invisible, à baisser la tête et à garder les mains occupées, et pendant longtemps, j'ai fait exactement cela. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a vu, non pas parce que j'avais demandé à être vu, non pas parce que j'avais changé qui j'étais, mais parce que j'étais exactement celle que j'avais toujours été. Sa voix trembla,
juste un peu. J'ai frotté des sols en marbre pendant que les gens m'enjambaient, j'ai plié des draps en silence pendant que les invités riaient 2 portes plus loin, j'ai existé à côté du pouvoir sans jamais être invité à le toucher. Ses yeux parcouraient la salle maintenant, courageux, clairs. Mais ce soir, je me suis tenu au centre de cette salle de bal, dans cette robe, avec mon nom annoncé comme s'il avait sa place ici. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu l'impression de survivre, j'ai eu l'impression de devenir. Le poids de ces mots s'abattit sur la salle telle une chute de neige, silencieuse, mais irréversible. Je ne sais pas ce que vous direz de moi demain, poursuivit-elle. Peut-être serai-je un gros titre, peut-être serai-je une erreur, peut-être serai-je simplement oublié. Elle marqua une pause. Mais je sais ce que je suis. Une autre pause, intentionnelle, forte. Je ne suis pas un accessoire, je ne suis pas un projet, je ne suis pas une phase. Sa voix se tendit. Je suis le résultat de chaque « non » qui n'a pas réussi à me briser, de chaque sol que j'ai nettoyé sans un merci, de chaque jour où je me suis réveillé et où j'ai continué, même quand personne n'applaudissait. Elle fit un pas en avant. Et peut-être, juste peut-être, que c'est le genre d'histoire qui vaut la peine d'être entendue. La dernière phrase tomba comme le tonnerre, et pendant un battement de cœur, la salle ne bougea pas. Puis une seule personne se leva, Elizabeth Monroe, suivie d'une autre, puis d'une autre, jusqu'à ce que la salle entière soit debout, les mains se rejoignant en vagues d'applaudissements, non plus par politesse, non par curiosité, mais par quelque chose de plus rare, le respect. Émilie cligna des yeux. Sa gorge se serra. Elle ne pleura pas. Elle hocha simplement la tête une fois, posa le micro et descendit de scène. Alors qu'elle traversait la mer d'invités qui l'applaudissaient maintenant, non pour Richard, non pour le spectacle, mais pour elle, elle croisa son regard à travers la foule. Il n'applaudissait pas, mais ses mains étaient jointes, et dans son expression se lisait quelque chose de plus profond que la fierté, une sorte de révérence. Elle passa devant lui, effleurant légèrement sa manche, et pour la première fois, elle s'autorisa à rêver. Peut-être que cette nuit n'avait pas pour but de devenir quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'il s'était toujours agi de montrer enfin au monde qui elle était déjà. Le lendemain du gala commença comme n'importe quel autre. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. À 7h03, le premier titre tomba, Cendrillon au bal, son discours ébranle le gala du Phénix d'or. The Times. À 7h47, il y en avait 3 de plus. La fille à la robe de minuit, qui est Emily Thompson? Legacy Magazine. De femmes de ménage à la une nuit que l'élite n'oubliera pas New York Political. L'invitée mystérieuse de Richard Whitmore laisse les convives sans voix. Vogue Insider. À 8h30, son nom était en tendance dans 3 pays. À 10h, l'histoire avait atteint les tables du petit-déjeuner à travers l'Amérique. Mais plus puissant que la tempête médiatique étaient les murmures sur le terrain. Dans les salles de pause, dans les rames de métro, dans les couloirs d'hôpitaux, dans les salons d'école et les appartements de mères célibataires, dans les centres communautaires, sur TikTok et dans les coins des refuges pour femmes. Et il ne demandait pas « Qui est-elle ?» Il disait « Elle parle comme moi ». Un clip vidéo du discours d'Emily, d'à peine 5 minutes, circula plus vite qu'aucune campagne publicitaire ne l'aurait jamais pu. Il n'y avait pas de filtre, pas de musique de fond, juste sa voix, ses yeux, sa vérité. Et les gens écoutaient. Les commentaires affluèrent. Je nettoie des maisons depuis 14 ans. Personne n'a jamais dit que nous comptions. Jusqu'à maintenant. Elle vient de dire tout ce que je n'ai jamais eu les mots pour exprimer. J'ai regardé ça dans le bus avec ma fille. Nous avons pleuré ensemble. Elle n'est pas juste entrée dans cette salle de bal. Elle a défoncé la porte pour nous toutes. Mais ce n'était pas seulement numérique. Dans un lycée de Détroit, un professeur imprima son discours et le scotcha au mur avec la légende « Si vous vous êtes déjà senti invisible, lisez ceci ». Dans un petit dîner de l'Oklahoma, une serveuse essuya une larme derrière le comptoir et dit à un habitué « Elle m'a rendu fier de porter ce tablier ». Et dans le sous-sol d'un vieux refuge pour femmes à East Harlem, quelqu'un chuchota « Si elle peut être vue, peut-être pouvons-nous être sauvés ». Pendant ce temps, Emily était assise à l'arrière d'une voiture noire roulant lentement à travers Manhattan. Elle n'avait pas dormi. Son téléphone était en mode avion. Elle ne l'avait pas ouvert depuis minuit. Mais elle n'en avait pas besoin. Elle pouvait sentir le changement dans l'air, comme un verre qui s'est brisé et ne peut plus être recollé de la même façon. À côté d'elle, Richard était silencieux. Respectueusement.
Il avait insisté pour que le chauffeur prenne le chemin le plus long pour retourner au domaine. Pas pour le confort, mais pour le temps. Elle regardait par la fenêtre. Panneaux d'affichage, café, gens vivant leur vie comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Et pas seulement pour elle. Regrettez-vous, demanda-t-il finalement. Émilie ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement. Non. Mais j'ai peur. Il hocha la tête. Cela signifie que vous êtes éveillé. Elle se tourna vers lui. Ils vont me demander de parler à nouveau, de diriger, de représenter. Vous n'êtes obligé à rien, dit-il. Vous avez déjà fait plus qu'assez. C'est bien là le problème, murmura-t-elle. Maintenant, je ne peux plus revenir en arrière. Elle alluma son téléphone. Des centaines d'appels manqués. Des milliers de messages. Une messagerie vocale d'Elizabeth Monroe. Une douzaine de demandes d'émissions de télévision. Des offres d'interview. Même un message de l'assistante d'un sénateur lui demandant si elle envisagerait de partager son histoire devant le sous-comité du Congrès sur les femmes de la classe ouvrière. Elle le referma. C'était trop. Et pourtant, lorsqu'elle regarda son reflet dans la vitre, elle ne vit plus la domestique du domaine de Whitmore. Elle vit une femme avec de la gravité. Avec quelque chose à perdre. De retour au domaine, elle sortit de la voiture dans la douce brume matinale. L'endroit semblait identique. Silencieux. Doré. Immobile. Mais Émilie n'était plus la même. Et cela suffisait à tout changer. Dans la cuisine, le personnel l'observait comme s'il ne savait pas s'il devait parler. Elle leur fit un signe de tête. Doux mais impérieux. Pas arrogant. Juste. Centré. Elle monta dans sa chambre, désormais désignée à voix basse comme les quartiers de Mademoiselle Thompson, et s'assit au bord de son lit. La robe était encore drapée sur la chaise. Le livre reposait toujours à côté de son oreiller. Elle le prit. Le Petit Prince. Une page était cornée là où elle s'était arrêtée des années auparavant. Elle l'ouvrit. Tu deviens responsable pour toujours. De ce que tu as apprivoisé. Elle ferma les yeux. Il ne s'agissait pas de la célébrité. Ni des applaudissements. Il s'agissait de l'onde de choc. Celle qui est silencieuse. La réaction en chaîne invisible d'une fille qui est vue. Et qui, par ce simple fait, fait croire aux autres qu'elles peuvent l'être aussi. Et quelque part, à l'autre bout du pays, dans une maison modeste du Nouveau-Mexique, une adolescente ferma son ordinateur portable après avoir regardé la vidéo. Elle se regarda dans le miroir. Et chuchota. Moi aussi. Le monde ne s'arrêta pas après le gala. Mais il écouta. Le silence qui avait autrefois défini Emily Thompson était maintenant remplacé par des échos. Des échos de quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Ces mots avaient remué quelque chose de dormant. Quelque chose d'enfoui sous la poussière et l'indifférence polie. Mais Emily n'avait pas demandé à devenir un symbole. Elle avait seulement demandé à être entendue une fois. Pourtant, le monde continuait d'appeler. Chaque matin apportait un nouvel email. Un nouveau gros titre. Une nouvelle invitation à parler. Les médias voulaient des interviews. Les talk shows s'offraient des vols et des suites d'hôtels. Les influenceurs voulaient des photos. Les auteurs demandaient des mémoires coécrits. Elle refusa tout. Ce qu'elle avait dit ce soir-là n'avait jamais été pour les projecteurs. C'était une libération. Une vérité relâchée d'une cage trop longtemps verrouillée. Mais maintenant, elle avait besoin de quelque chose de plus calme. De plus vrai. Alors elle resta au domaine Whitmore un peu plus longtemps. Non plus comme personnel invisible, mais comme une femme en transition. Elle parcourait les mêmes couloirs où elle avait autrefois poli les poignées de porte. Seulement maintenant, elle le faisait avec un but. Avec clarté. Elle se retrouvait à retourner sur la terrasse chaque soir. C'était là que le bruit s'apaisait. Où son esprit pouvait respirer. L'air était vif. Les lumières du jardin scintillaient en contrebas. Et souvent, elle apportait le Petit Prince avec elle. Pas pour lire, mais pour se souvenir. Une nuit, alors que le brouillard rampait sur la pelouse et que des klaxons lointains résonnaient depuis la ville, elle chuchota à haute voix. Je ne veux pas être un gros titre. Richard était derrière elle. Elle ne l'avait pas entendu venir.
Vous ne le serez pas, dit-il doucement. Pas si vous écrivez votre propre histoire. C'est là que le déclic se fit. Elle ne pouvait pas retourner au silence. Mais elle pouvait choisir comment utiliser sa voix. Le lendemain matin, elle rédigea une lettre. Simple. Honnête. Sans filtre. Il est grand temps que nous reconnaissions les filles qui ont été ignorées, oubliées, réduites au silence. Il y a des millions de filles dans le monde à qui l'on n'a jamais dit que leur voix comptait. À qui l'on a appris à être calme, petite, obéissante. J'étais l'une d'elles. Je ne le suis plus. Et je ne veux pas qu'elles attendent aussi longtemps que moi. Alors je construis quelque chose. Pas pour moi. Pour elles. Ce fut la naissance de la Voix des Ombres, Voice from the Shadow. Une initiative locale conçue pour trouver les filles que le monde avait oubliées. Pour les faire sortir des coins sombres. Des refuges. Des couloirs de service. Et les amener dans la lumière. Le premier événement eut lieu dans le gymnase d'une école du Queens. Pas de tapis rouge. Pas de robe de soirée. Juste des chaises pliantes. De la peinture écaillée. Et des rangées d'adolescentes aux yeux fatigués et au cœur gardé. Émilie se tenait devant elle. Pas de micro. Pas de script. Elle leur raconta l'histoire de la fille qui frottait l'argenterie en silence. De la nuit où elle descendit les escaliers de marbre et faillit tomber. Du moment où elle réalisa que son invisibilité n'était pas son identité. Elle termina par « Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez besoin d'être vu. Et je vous vois. » Certaines filles pleurèrent. D'autres non. Mais toutes se penchèrent pour écouter. De là, le mouvement grandit. À la fin du mois, il y avait des cercles de mentorat dans 5 villes. Au 3e mois, 20. Chaque fois qu'Émilie entrait dans une pièce, elle posait la même question. Qu'est-ce qu'on ne vous a jamais permis de dire? Elle ne corrigeait pas leur grammaire. Elle ne jugeait pas leurs histoires. Elle les laissait juste parler. Et lentement, les ombres commencèrent à s'amincir. Le soir, elle rentrait au domaine. Pas la même fille qui vivait autrefois dans les quartiers du personnel. Mais pas quelqu'un d'entièrement nouveau non plus. Juste elle-même, enfin. Richard restait proche. Jamais imposant. Il aidait à ouvrir des portes. Passer des appels discrets. Rediriger l'intérêt des médias vers la mission plutôt que vers le mythe. Parfois, il s'asseyait au fond de ses sessions. Juste pour écouter. Une fois, après un atelier avec des filles d'un foyer de groupe à Newark, il l'a pris à part. Vous savez, dit-il doucement. Il y a des gens qui bâtissent des empires avec de la pierre. Et puis il y a ceux qui les bâtissent avec des morceaux brisés. Émilie le regarda. Et laquelle suis-je? Il sourit. Celle qui m'a appris que la seconde option était possible. Ce n'était pas encore de la romance. Mais c'était quelque chose de plus profond. Du respect. Une compréhension mutuelle. Une connexion forgée dans le silence. Bâtie dans la vérité. Une nuit, une jeune fille tendit à Émilie un dessin qu'elle avait fait pendant une session. Il montrait une fille debout, seule sous un lampadaire. Son visage à peine visible. Au sommet, écrit au crayon, « Merci d'avoir allumé la lumière ». Émilie garda ce dessin. L'encadra près de son bureau. À côté reposait le petit prince, désormais vieilli, au coin corné. Des pages remplies de notes. Un rappel que les livres pouvaient sauver. Qu'une phrase pouvait changer une vie. Au fil des mois, des peintures murales commencèrent à apparaître dans des endroits inattendus. Ruelles, gares, murs d'école. Toutes représentaient la même silhouette. Une fille debout sur un escalier. Serrant un livre contre sa poitrine. Le regard vers l'avant. En dessous, nous n'étions jamais sans voix. Juste inaudible. C'est devenu le symbole d'un mouvement qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lancer. Et pourtant, elle vivait simplement. Pas de voiture de luxe. Pas d'attaché de presse. Pas de publicité pour du parfum. Juste une femme avec une mission. Une histoire. Et enfin, un nom qui signifiait quelque chose au-delà de son absence. Parce qu'Emily Thompson n'était plus la fille derrière le rideau. Elle était celle qui l'avait tirée. Elle n'avait pas demandé la scène. Ni le pouvoir. Elle voulait juste être entendue.
Au moins une fois avec tout son cœur. Mais en brisant son propre silence, Émilie a donné une voix à des milliers d'autres qui vivaient encore dans l'ombre. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous? Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à apporter des histoires comme celle-ci. Merci d'être là.